Alors, hop, voilà, c'est bon, tout est en place. Alors, il y a encore des dernières personnes qui sont arrivées. Bonsoir à toutes et à tous, encore une fois. Donc, vous êtes bien à l'événement de mi-parcours. Donc, on est à mi-chemin du défi énergie et eau de la métropole lilloise, donc soutenu par la MEL et la Massif. Je suis accompagnée aujourd'hui de Sylvain Touzé, qui est un conseiller info-énergie fer. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui ont utilisé le chat. C'est très bien, vous pouvez dire un petit peu d'où vous venez. Je vois le capitaine d'équipe de Fretin Énergie, la capitaine d'équipe de Fretin Énergie, le capitaine d'équipe de l'Homme. Je vois aussi qu'il y a d'autres personnes qui sont présentes, c'est super. Alors, d'où vous venez? Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. L'île Moulin, Hélène. Ronchin Hélène, bah c'est super ça. Il y a des gens un peu partout. Donc, on va être ensemble jusqu'à 19h. Et puis, ça va être l'occasion de voir un petit peu les premiers résultats qui sont sortis de ce défi. Ce que l'on va faire, c'est que déjà, je vais vous présenter les résultats à mi-parcours, qui est sur les podiums, quels chiffres on a réussi à atteindre, malgré le télétravail pour certains qui a pu engendrer une surconsommation par rapport à l'année précédente. Les prochaines étapes du défi, et on va faire un petit quiz et on va échanger un petit peu avec Sylvain, du coup, qui est ici avec nous, qui va nous parler un petit peu du rôle du conseiller fer, donc ce qu'on appelait avant les conseillers info-énergie. Donc on a démarré le défi fin décembre avec un objectif de réduction de 8% de la consommation d'énergie et d'eau, uniquement avec des éco-gestes. Donc il y a eu un certain nombre de personnes qui se sont inscrites au défi. Et du coup, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le chat. Je vais vous poser des questions au fur et à mesure pour essayer de faire en sorte à ce que ce soit le plus interactif possible, malgré le fait qu'on soit à distance. L'idéal, ça aurait été de pouvoir se rencontrer en présentiel, comme on dit. Et donc, à votre avis, sur les 95 communes de la métropole lilloise, combien sont représentées par les participants du défi? Donc, vous pouvez donner un chiffre, un nombre plus précisément dans le chat. 56 communes. Oui, pourquoi pas. 60. 45. Tu dirais 35. 62. Je vois encore qu'il y a des gens qui écrivent. 55. Ah, on est à peu près dans les mêmes chiffres. Bonsoir à vous, monsieur Laurent, conseiller délégué à la ville de l'Homme. Isabelle nous dit 40, monsieur Langrand nous dit 60. Alors, cette année, il y a 39 communes qui sont représentées, avec 169 foyers qui se sont inscrits. Donc, il y a des gens qui étaient très proches, puisqu'on a eu plusieurs 40. Ces foyers sont regroupés dans 27 équipes, donc c'est quand même déjà pas mal. Ouais, bien joué Isabelle. Donc, bravo à vous pour ce premier chiffre. Ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite dans le vif du sujet pour aborder les résultats de la métropole européenne de Lille. Je suis désolée, je ne peux pas faire de roulement de tambour. D'habitude, j'ai un petit tambour, mais là, j'ai une flûte. Ouais, ça ne va pas faire le même effet. Et donc, avant tout, les premiers résultats qu'on a, c'est le foyer type. Vous avez tous rempli un petit questionnaire qui nous permet de savoir à peu près, en moyenne, quel est le type de logement que vous avez, l'année de construction, etc. Sachant que tout ça a un impact après sur vos résultats. Sylvain en parlera mieux que moi plus tard. Donc pareil, je vais vous poser, on va peut-être pas poser toutes les questions qui sont affichées, mais à votre avis, quelle est l'année de construction moyenne des logements des participants du défi, sachant qu'en fonction de l'année de construction, l'isolation n'est pas la même, et donc
On n'a pas la même sensation de chaud à l'intérieur du logement. Une sensation de froid, forcément. Alors, on nous propose 1960, 1990, 1950, 1996, il y a des gens qui sont très précis. 1970. Pour ceux qui ont déjà participé, en moyenne, on arrive toujours à peu près au même chiffre. Je vous donne un indice. 1930, années 30, ouais. Peut-être que je peux vous poser aussi la question du nombre moyen dans le foyer, ce qui est une moyenne, hein. Sachant qu'on a un peu de tout, on a des familles, des couples, des colocations aussi. 3, on nous propose 3. 2,5, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des virgules. 4, 4, 5, 4, 3,2. On a beaucoup de personnes qui sont sur le chiffre 4. Et donc, les réponses, attention, roulement de tambour sans tambour. Merci Sylvain. Donc, en moyenne, le foyer type des participants, donc c'est une maison mitoyenne sur 2 côtés, avec des maisons de chaque côté, construite en 1940. Donc, énormément de maisons en fait qui sont construites dans les années 30 sur le territoire métropolitain. Une surface moyenne de 118 mètres carrés, une famille de 3 personnes. Pour ceux qui veulent les virgules, on était à 3,3. Plutôt propriétaire et avec une grande partie des participants qui sont chauffés au gaz de ville. Donc on est à 64% pour le gaz de ville. Donc ça vous donne une idée un petit peu des autres participants, de leur situation, etc. Et puis tout ça, donc ça a contribué aux éco-gestes que vous avez pu réaliser. Et ces éco-gestes ont entraîné un certain nombre de résultats et une diminution de vos consommations d'énergie et d'eau. Donc, on y va. Les résultats dans la métropole européenne de Lille, donc les économies moyennes d'énergie réalisées, vous pouvez donner peut-être votre avis, sachant que l'objectif c'est 8% et que cette année, on a un petit phénomène de confinement télétravail qui entraîne une petite surconsommation par rapport aux années précédentes. Confinement plus froid, ouais. Alors, je rappelle que les résultats qui sont calculés par la plateforme Déclic prennent en compte les températures, c'est-à-dire qu'on peut comparer vos consommations de l'année précédente avec cette année, malgré le changement de température, puisque tous les jours, en fait, dans la plateforme, on implémente les résultats météo, les données météo de la station météo de l'Équin. Voilà. Et donc, les économies qu'on a réalisées cette année en moyenne collectivement, attention, je vais afficher le résultat, vous êtes prêts? Roulement de tambour, encore une fois. Moins 3,8%. Donc, début mars, parce que j'ai extrait les résultats début mars. Donc, c'est un super score malgré les conditions qui ont été celles que nous avons eues depuis le début du défi. Donc bravo à tous et à toutes pour ce résultat collectif. C'est une moyenne de l'ensemble des participants qui ont rentré leurs données sur la plateforme. Bravo à vous. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Sylvain? Ouais, c'est bien. C'est encourageant. Génial, on me dit dans le chat. Et puis, on a aussi des résultats sur les économies moyennes d'eau, donc collectivement, avec aussi une quantité de mètres cubes en tout qui ont été non consommés par rapport à l'année précédente. Et donc, sur l'eau, l'objectif, c'est aussi 8%. Et on est à moins 2,3%, donc un peu de difficulté à arriver à 8%, mais ce qui est normal puisque le défi n'est pas encore terminé et qu'on s'est surtout concentré sur les économies d'énergie en début de défi. Donc, il va falloir redoubler d'efforts pour atteindre cet objectif de 8% sur la consommation d'eau, ce qui représente quand même 261 mètres cubes. Donc, tous ensemble, en réduisant vos consommations d'eau, vous avez évité de consommer 261 mètres cubes d'eau.
Alors, on parle plus en litres, on se représente plus que c'est un litre, donc je vous ai fait une belle image pour vous expliquer que 261 mètres cubes, c'est plus de 2200 bains qui n'ont pas été pris, ce qui ne veut pas dire que vous vous êtes pas lavé, mais plutôt que vous avez privilégié peut-être la douche. Voilà. Donc, il faut continuer comme ça. Peut-être qu'on aura un score encore plus important à la fin du défi. Ce score-là, les 261 mètres cubes, c'est calculé sur l'année, l'ensemble de l'année. Donc, on projette ces résultats sur une année pour estimer qu'à l'année, les participants du défi ont évité de consommer cette quantité d'eau-là. Donc, bravo à tous. C'est pas pour rien que vous faites vos relevés et que vous faites vos éco-gestes à la maison. Voilà, je vois encore génial, super, encourageant. Du coup, comme vous êtes en équipe, chacun fait ses éco-gestes chez soi, et puis vous rentrez les informations sur le site internet, et après il y a des résultats d'équipe. Donc il y a eu un classement, un premier classement qui est temporaire, je le précise, c'est-à-dire que ça va encore évoluer. Le premier classement, cette fois, je commence par l'eau. Donc le premier, le deuxième et le troisième, à mi-chemin, qu'est-ce qui c'est? Tu sais pas non plus, toi. C'est l'équipe de Verlinghem, The BM. Ensuite, on a l'équipe de Lers et l'équipe d'Erly. Donc, les premiers sont à moins 12,4% pour l'eau. Donc, ils ont déjà atteint l'objectif. On a également Lers qui a atteint l'objectif déjà avec moins 8,6%. Et Erly, l'équipe d'Erly avec moins 7,1%. Donc, bravo à ces trois équipes pour leur place temporaire sur le podium. Je dis aussi bravo aux autres équipes pour vos résultats. Je vais vous afficher rapidement dans un tableau les résultats des équipes. Sachez que pour être pris en compte un résultat d'équipe, il faut qu'il y ait au moins 2 participants qui ont des résultats valides sur la plateforme. Donc ça va encore évoluer d'ici la fin du défi. Donc voilà les résultats que je vais vous envoyer au cours de cette semaine par mail dans une newsletter hors série. Et puis, l'événement est enregistré, donc vous aurez aussi accès à l'événement en replay sur YouTube. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui ont consommé plus. Je sais aussi qu'il y a des gens qui ont détecté des fuites, donc ça va peut-être faire évoluer fortement leurs résultats sur la deuxième partie du défi. Donc, il ne faut rien lâcher. N'oubliez pas les mousseurs pour les robinets, de privilégier la douche. Et voilà, ça va être un peu le challenge là de se concentrer sur l'eau pour la deuxième partie. Bravo à vous tous et toutes. Alors, le podium le plus attendu, la consommation d'énergie, qui est en tête pour cette course folle aux économies d'énergie à mi-parcours. Suspense, roulement de tambour sans tambour. Alors, nous avons Zeste Pratique, bravo à eux. Moins 27,1%. Donc, pour une première participation des filles, c'est une équipe de nouveaux. Ensuite, on a Ecolom avec moins 26,1% et les gouttes d'eau à moins 23,7%. Donc, bravo à vous. C'est énorme comme score, malgré la période un peu particulière. Ils ont réussi à avoir des scores vraiment très importants avec des éco-gestes. Donc, félicitations. Et bien sûr, félicitations à tous. Bravo donc à ces 3 équipes et aux autres équipes aussi. Et n'oubliez pas que ce podium est temporaire. Voilà, je vois qu'il y a des gens qui félicitent les équipes pour ces résultats. Donc ça, c'est le tableau avec le classement temporaire. Donc vous voyez qu'il y a des équipes qui ne sont pas sur le podium parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui est prise en compte. Donc ça veut dire que s'il y a une deuxième personne qui va être prise en compte pour la deuxième partie, ça peut tout changer pour la suite des événements. Donc voilà, il est très important de ne pas oublier de faire vos relevés et de compteurs et de les intégrer sur le site internet pour que ça soit pris en compte en fait dans ce classement tout simplement. Voilà, moi je suis ravie de cette participation malgré les contraintes qu'on a eues. Voilà, quoi dire de plus? C'est ça, hein? Ouais, bravo, bravo à tous, félicitations à eux. c'est assez serré. Ouais, c'est très serré, ouais.
Et puis les scores peuvent changer assez rapidement en fonction des participants qui n'ont pas encore de résultats valides, mais qui en auront sûrement en deuxième partie du défi. Je vous présente le concours du meilleur nom d'équipe maintenant. En fin de défi, on va aussi récompenser l'originalité, parce qu'on est un peu dans les chiffres, le côté mathématique, donc on va essayer de faire appel à la créativité. Là, vous avez en face de vous déjà des noms d'équipes originaux. Donc ceux qui m'ont pas encore envoyé par mail vos nouveaux noms d'équipe, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, je pourrais les prendre en compte pour faire un vote et puis dire quel est le nom le plus original de cette année, de cette édition, 6e édition du défi Énergie et eau de la métropole lilloise. Alors, j'ai une petite question. Est-ce qu'un classement des foyers les moins consommateurs par personne pourrait se faire? Je pourrais envisager de le faire, mais justement, juste avec les... Je pourrais vous envoyer le résultat par mail pour donner votre classement. Après, étant donné que ce sont des données personnelles, on ne peut pas les communiquer comme ça de manière large, puisque ce sont des données qui vous appartiennent. Mais après, moi, je peux vous dire, si vous souhaitez, par mail, quel est votre classement. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Donc maintenant qu'on en est là, qu'on a déjà atteint une première étape, qui est d'avoir ses premiers résultats, d'avoir commencé les éco-gestes à la maison, eh bien, il nous reste un certain nombre d'étapes. Donc on est au mi-chemin, on a eu l'événement de lancement en décembre, on a eu la première partie du défi. Là, on est en mars à l'événement de mi-parcours, à mi-chemin. Il nous reste encore 1 mois et demi là pour finaliser les résultats, pour pousser un petit peu les curseurs sur l'eau et mettre ces résultats, si ce n'est pas fait, sur la plateforme. Et en mai ou en juin, on aura un événement de clôture, une remise des trophées, des prix, pour récompenser ceux qui ont le plus avancé en équipe. Bien sûr, on ne sait pas comment ça aura lieu, mais a priori à distance pour le moment. On vous tiendra au courant par mail pour vous donner toutes les infos avec la date, les horaires, etc. Donc voilà pour les quelques mois qui vous restent de défi pour valider vos scores et vos places sur le podium. L'invité du mi-parcours. Je t'ai appelé comme ça, Sylvain. On a un invité. Je me suis dit que ce serait sympa de convier Sylvain Touzé, qui est conseiller Info Énergie, pour parler un petit peu de ce qu'il fait, parce que c'est des vraies ressources et qui sont présentes sur l'ensemble de la métropole lilloise. Je ne vais pas en dire plus, parce que sinon je vais dire ce que tu vas dire après. Mais voilà, du coup, je vais laisser la parole à Sylvain. Il va vous parler un petit peu de son métier et de ce que ça pourrait vous apporter dans votre réduction de consommation d'eau et d'énergie. Voilà, je vais faire les diapos si tu veux. Ok. Bonjour à tous et bravo pour vos bons résultats, encourageants. Moi je suis un des 11 conseillers FER, ex-conseiller Info Énergie, sur la métropole européenne de Lille. Et donc on a une activité assez complémentaire de ce que fait Céline et Bouchra et Clairvy à travers le défi des clics. Nous, on s'intéresse plus aux économies d'énergie qui touchent à la structure, aussi bien au niveau de l'isolation que du chauffage. Donc, c'est complémentaire des gestes au quotidien qu'on peut faire pour être dans la sobriété et réussir la transition énergétique. Donc, vous avez ici là, le logo FER qui s'affiche, que vous avez peut-être déjà vu lors des campagnes à la télévision qui ont lieu régulièrement. N'hésitez pas à l'imprimer dans vos esprits. Le mettre dans un cadre. Voilà. Donc pour nous trouver, donc là vous avez la carte de la métropole. On est répartis par territoire d'à peu près 100 000 habitants chacun, et on a un collègue qui a pour vocation de traiter les questions au niveau des copropriétaires. N'hésitez pas, pour ceux qui sont en collectif, à le contacter, y compris pour essayer de faire avancer au niveau de la copro, lors des AG, etc., la question de la rénovation thermique des logements. Donc notre rôle, il
il tourne autour de plusieurs fonctions. Donc, on reçoit les particuliers gratuitement, bien sûr, sur rendez-vous en général. On peut aussi répondre aux questions par téléphone, notamment en ce moment un peu particulier, sur tout ce qui touche à la maîtrise de l'énergie dans le logement, donc aussi bien chauffage, isolation, ventilation, etc., etc. Vous avez donc le site FAIRE au niveau national qui vous permet de trouver les coordonnées du conseiller FAIRE le plus proche de chez vous en tapant votre code postal. Alors, c'est bien de nous contacter vraiment en amont d'un projet. Ça permet de connaître les solutions techniques qui pourraient être les plus pertinentes, de prioriser vos travaux et puis également de connaître les modalités pour bénéficier de certaines aides au niveau national ou local qui peuvent être assez importantes selon vos revenus. Donc, on personnalise le conseil en fonction de votre situation. Et puis, on vous aide aussi à demander les bons éléments au niveau des devis pour vous permettre d'accéder à ces aides. Donc, les conseillers Info Énergie FAIRE sont un des maillons un peu de la chaîne au niveau de l'île métropole sur la question de la maîtrise de l'énergie dans le logement. Donc, la métropole européenne de Lille a développé l'outil Amélio, donc qui a plusieurs voilà. Donc, il y a Amélio Plus, donc qui est plutôt tourné. Donc là, ça va être sur des critères de ressources des personnes éligibles à l'ANA qui peuvent être accompagnées vraiment de A à Z sur leur projet, de la phase diagnostic thermique jusqu'au dépôt du dossier à l'ANA, au suivi de chantier, etc. Et puis Amélio Pro, qui est un nouvel outil intéressant qui s'adresse plus à des ménages justement au-dessus des critères de ressources de l'ANA, donc qui est un service payant mais pris en charge aussi par des subventions. Et donc qui comprend une étude thermique, l'accès à un annuaire d'artisans avec une charte de bonne conduite, et puis des visites aussi sur chantier pour vérifier un peu le bon déroulement des travaux. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à revenir vers nous peut-être pour connaître davantage ces opérateurs. La clé d'entrée, ça reste la Maison de l'Habitat Durable. Vous avez le numéro qui s'affiche au centre, qui centralise un petit peu toutes les initiatives qui sont menées localement. Et donc, la Maison de l'Habitat Durable, pour en dire un mot, donc, qui a ouvert fin 2013, elle propose aussi des activités tournées sur la question de la maîtrise de l'énergie. Là, vous avez une photo d'un atelier d'auto-réhabilitation. On propose d'apprendre aussi à faire soi-même sur des questions propres à l'isolation de toiture et de murs et également la ventilation. Il y a d'autres ateliers proposés, mais sur l'auto-réhab, c'est essentiellement ces sujets-là. Sachant qu'il y a des communes qui proposent des aides aux particuliers sur l'achat de matériaux dès lors qu'ils réalisent eux-mêmes et qu'ils ont suivi ces initiations gratuites sur inscription auprès de la Maison de l'Habitat Durable. Je te laisse continuer. Du coup, nous, on travaille avec les conseillers Info Énergie dans le cadre du défi. Surtout pour les ateliers, donc il y a une programmation d'ateliers qui s'appelle le programme d'activité de la Maison de l'Habitat Durable. Et donc sur le site internet du défi, quand vous cliquez sur l'onglet les ateliers, vous pouvez accéder directement au site de la Maison de l'Habitat Durable et là vous allez voir l'ensemble des actions qui sont proposées auxquelles vous pouvez participer et c'est gratuit. Dans la majorité des cas, c'est tout le temps gratuit même. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, vous pouvez cliquer soit sur l'image, soit en cliquant ici, là en orange, pour voir la richesse de cette programmation. On a parlé de la Maison de l'Habitat Durable, donc c'est au 7 bis rue Racine à Lille. On voit un petit aperçu de la Maison de l'Habitat Durable de l'extérieur.
Voilà, vous êtes ici, les nouvelles vont vite. Et on voit aussi un petit aperçu là à droite de votre écran du site de la Maison de l'Habitat Durable avec tous les ateliers. Peut-être ajouter rapidement aussi, on n'en a pas parlé, mais qu'il y a aussi des services sur l'habitat proposés par l'ADIL et le CIE sur donc des juristes qui sont aussi à votre disposition sur rendez-vous pour traiter des problématiques de relations entre locataires, propriétaires ou même entre voisins, vous donner des conseils. Et puis un architecte conseil aussi qui peut vous guider sur des projets d'aménagement intérieur. Voilà, donc n'hésitez pas à solliciter ces services gratuits. Alors, on a une question. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par rapport à tout ça, parce que ça fait quand même beaucoup d'informations, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez des questions par rapport à des travaux, tout ce qui cadre en fait finalement le logement et des travaux réalisés, etc., puis plus juristes, architectes, etc., il y a la Maison de l'Habitat Durable et c'est le guichet unique finalement. Et du coup, n'hésitez pas à poser des questions sur des choses qui sont pas claires. La question que je vois, c'est y a-t-il accessibilité aux personnes handicapées? Et il me semble que c'est accessible. Oui, c'est en plein pied. C'est assez récent, donc. Ouais. Et puis c'est tout en large et en rez-de-chaussée. Oui, a priori c'est en plein pied, donc il y a un je pense que oui. À part la terrasse, mais. Oui, mais les services. Tous les services sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Voilà. Est-ce que vous avez des autres questions par rapport à ça? Je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire, je vais attendre un petit peu. Merci pour votre réponse. Eh bien, je vous en prie, nous vous en prions. Donc voilà pour ça, encore une mine d'informations à explorer. Ce que je vous propose là, il nous reste une demi-heure, on va dire. C'est de faire un petit jeu, un quiz, pour parler un petit peu d'éco-gestes et puis de réglementation, pas de réglementation thermique, mais on va dire de déperdition thermique. Donc un petit jeu sous forme de quiz pour vous faire participer avec un certain nombre de questions. Donc je vous propose de répondre par A, B ou C dans le chat. La première question, c'est un cycle de machine à laver le linge à 90 degrés Celsius consomme. Réponse A, 2 fois plus qu'un cycle à 30-40 degrés, 3 fois plus qu'un cycle à 30-40 degrés, ou 4 fois plus qu'un cycle à 30-40 degrés. Donc nous avons C, C, B, la réponse C encore, réponse C, B, C, A. C'est entre B et C. Hein. Plus de C. Il y a plus de C, ouais. Une majorité de C et quelques B. Donc, merci pour vos réponses. Alors, la réponse à cette question va s'afficher. Et donc, c'était bien la réponse B. Bravo à ceux qui ont trouvé. Finalement, c'est 3 fois 30 degrés, 90 degrés. C'est vrai, ça marche à peu près comme ça, quoi. Donc, la recommandation, c'est de privilégier de laver à 30 degrés, ce qui peut être lavé à 30 degrés, et puis d'alterner de temps en temps, notamment pour les masques, les serviettes et les torchons, une machine à 90 degrés pour entretenir aussi votre machine. Et puis de bien remplir la machine et de la faire tourner aux heures creuses si possible. Ouais. Si vous êtes en régime heure creuse, heure pleine, privilégiez de faire vos machines, je vais y arriver. à cette heure-là, je fatigue un petit peu. Donc privilégiez les heures creuses, effectivement. Ensuite, on va essayer de voir un petit peu comme ça. Voilà. En diminuant la température de votre logement de 1 degré Celsius, l'hiver, vous économisez. Réponse A, de 1 à 3% de vos consommations de chauffage, de 4 à 6%, réponse B, sur vos consommations de chauffage, et réponse C, de 7 à 14% de vos consommations de chauffage. C'est-à-dire que juste, donc à partir au-delà de 19 degrés d'ailleurs, j'aurais dû préciser, quand vous chauffez au-delà de 19 degrés, à chaque fois que vous allez diminuer de 1 degré, vous allez économiser un certain nombre sur vos consommations de chauffage. Et donc, les réponses qu'on a pour ça, c'est B, C, C, B, C.
On a encore une majorité de B et de C. Alors, on va afficher la réponse. Attention. C'est la réponse C. En diminuant votre chauffage, quand vous chauffez à plus de 19 degrés, c'est entre 7 et 14% de réduction de consommation d'énergie, sachant que le chauffage, c'est les 2 tiers de votre consommation d'énergie. Donc, il y a un intérêt fort à éviter de trop chauffer votre logement, sachant qu'il y a aussi cette notion de température ressentie. Si votre logement est isolé et que vos parois sont moins froides, vous allez moins ressentir le froid et vous allez avoir moins besoin, en théorie, de chauffer votre logement. Voilà, parce que voilà, quand on est à côté d'une fenêtre, on a une sensation de froid, donc même si l'air est chaud, on peut avoir cette sensation de froid qui va nous pousser à monter un petit peu le chauffage, quoi. Donc, pensez aussi à vos températures d'absence quand vous quittez le logement, de 6 à 16 degrés, également la nuit. On a besoin de moins de chaleur, donc ça vous permet aussi de diminuer vos consommations. Et puis, il y a des pièces qu'on peut moins chauffer. Par exemple, la chambre, on a moins besoin de la chauffer. Les couloirs, tout simplement, c'est pareil. Donc, il y a des pièces comme ça. En fonction de l'usage qu'on va avoir, on peut aussi essayer de diminuer, selon la pièce et selon l'usage qu'on en a, de diminuer la température, quoi. On peut aussi s'équiper de sondes extérieures pour anticiper des changements de température et réduire aussi comme ça. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à appeler la maison d'habitat durable. Ensuite, encore une question, donc cette fois sur l'eau. Un robinet qui goûte gaspille chaque année, donc c'est une moyenne qui a été réalisée. Réponse A, 35 litres d'eau. Réponse B, 350 litres d'eau. Et réponse C, 35 000 litres d'eau. Alors, C, B, B. Encore C, B, B. La réponse C. Toujours une majorité de B et de C. Alors, sachant que 1000 litres d'eau, c'est 1 mètre cube, et que 1 mètre cube, ça vaut 4 euros. Non, ça ne nous aide pas, ça. Ah non, la réponse, c'est bien 35 000 litres d'eau. Donc, si la norme, ça fait 200 mètres cubes par an. Donc, vous faites le calcul, 200, 2 fois 4, 8. C'est ce qu'ils ont économisé, je crois. Oui, c'est ça, c'est ce qui a été économisé quasiment par les participants. Ouais. Donc ça fait plus de 2000 bains. Ouais. Donc voilà pour ça. Donc bien être vigilant aux fuites, même aux petites fuites. Et en regardant son compteur, parfois aussi on détecte des fuites qui sont invisibles dans le logement. Donc il y a un intérêt aussi à consulter régulièrement son compteur. Parce que dans la majorité des cas, on est encore sur des compteurs où il y a un relevé une à 2 fois par an. Et donc du coup, pendant 6 mois, il peut y avoir beaucoup d'eau qui coule et ça se ressent sur la facture. Alors, encore une question. Qu'est-ce que l'espace info-énergie? Réseau offert maintenant. Donc réponse A, c'est un service d'information et de conseil indépendant et gratuit à la disposition du public sur toutes les questions relatives au logement et à l'énergie. Réponse B, un service d'information et de conseil payant et indépendant à la disposition du public sur toutes les questions relatives au logement et à l'énergie. Réponse C, un service d'information et de conseil gratuit et dépendant des grands groupes fournisseurs d'énergie à la disposition du public sur toutes les questions relatives au logement et à l'énergie. C'est subtil, là. Réponse A, on est majorité de A, il n'y a même que des A, là. C'est bien, on a bien expliqué ça veut dire. Et donc, peut-être préciser, oui, il n'y a que des A. Il n'y a que des A. Et bien effectivement, c'était bien la réponse A. Donc on ne va pas revenir précisément dessus parce qu'on vous l'a expliqué avant. Mais bravo à vous, vous êtes bien à l'écoute. Ça veut dire qu'on nous entend bien aussi. Ensuite, encore une question. Donc, en couvrant systématiquement vos casseroles, vous économisez en une année. Réponse A, entre 8 et 13 euros. Réponse B, entre 13 et 30. Réponse C, entre 50 et 100 euros. Je me suis amusée là avec le petit Superman. Réponse C, donc entre 50 et 100 euros. Réponse A, entre 8 et 13. B, ah là c'est un peu plus... Réponse B, réponse A, réponse B, réponse B. On a un peu toutes les réponses là.
Une majorité de B, je dirais. Eh bien, en couvrant systématiquement vos casseroles, vous allez économiser entre 13 et 30 euros à l'année. Ouais, donc à vos couvercles. Cette fois, c'est Clark Kent qui parle parce qu'il n'a plus besoin, on n'a plus besoin de lui, quoi, finalement. On est au chômage technique. Voilà. Encore une question. Donc, dans votre logement, par où perd-on le plus de chaleur? Donc ça, c'est par rapport à des questions de rénovation énergétique. Réponse A, on perd le plus de chaleur par les murs. Réponse B, par les fenêtres. Ou réponse C, par la toiture. Réponse C. 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 Ah voilà, une majorité de C. Réponse A. Bon, déjà, on va dire un truc, c'est qu'on perd de l'énergie partout. Hein. Mais du coup, la réponse, c'est par la toiture. J'ai mis un petit schéma que tu expliqueras très bien, j'imagine. Oui, bah effectivement, ça reste une moyenne, hein, mais la chaleur monte par volatilité. Donc, la toiture, ça reste le dernier rempart à la chaleur. Donc, c'est effectivement le premier poste. Oui, le premier poste, c'est-à-dire que si on veut commencer à faire des travaux de rénovation chez soi, par ordre de priorité, si votre toiture n'est pas isolée, eh ben, on va plutôt commencer par là. Alors qu'on a plutôt, enfin moi quand j'échange avec les participants, souvent on parle des fenêtres, et en fait finalement il y a un intérêt fort à travailler plutôt sur la toiture avant. Et sur les menuiseries, la pose des menuiseries est très importante aussi sur l'étanchéité à l'air autour des menuiseries. Souvent ça pêche un peu de ce côté-là. Ouais. Donc, gros point de vigilance. Merci pour ton intervention. Alors, il nous reste combien de questions? Il nous reste 4 questions. En hiver, en fermant les volets et en tirant les rideaux la nuit, cela permet d'éviter des pertes de chauffage. Réponse A, de façon marginale. Réponse B, d'environ 10%. Réponse C, d'environ 30%. Donc, ça veut dire que avant même de faire les travaux, on peut faire des mini-travaux, installer une barre de rideaux et des rideaux, et avoir peut-être des résultats intéressants. Donc, on a réponse B, réponse B, réponse C. Sur 1 euro. Sur la toiture, ouais. On y répondra après ces questions. Et donc, la réponse à cette question, c'est la réponse B. Donc, avec des chauffages allumés et des rideaux fermés, on va économiser environ 10% de consommation sur vos consommations de chauffage. Bien sûr, s'il y a du soleil, c'est un peu l'effet de serre, on peut ouvrir pour laisser rentrer le soleil pour que ça chauffe la pièce aussi. Donc, voilà, c'est... Et donc, j'ai vu une question passer, voilà, c'est conseillé l'opération à 1 euro. Alors, je sais pas si tu fais une réponse rapide ou si juste un rendez-vous à prendre. Les travaux à 1 euro, faut se méfier parce qu'il y a un peu de tout. C'est effectivement un programme qui existe réellement sur certains travaux. Mais bon, nous, on vous conseille quand même d'étudier des solutions plus conventionnelles et de voir peut-être avec les aides auxquelles vous pourriez avoir droit ce à quoi ça vous reviendrait réellement, parce qu'on a quand même beaucoup de retours négatifs sur les opérations de travaux à 1 euro. Merci. Ah oui, donc du coup sur les chauffages, là vous voyez un cliché thermique donc qui permet de visualiser la température des parois. Donc vous avez la même photo à gauche et à droite, mais avec une photo normale et avec une photo avec une caméra thermique. Et donc ce qui est en rouge, c'est les parois chaudes, et ce qui est en bleu, c'est les parois froides. En vert, en jaune, c'est entre deux. Et on voit bien que là où il y a des rideaux, c'est plutôt chaud, et là où on voit la fenêtre et la porte, et ben la paroi est froide. Donc pareil, ça va avoir un effet sur la sensation de froid et sur le refroidissement de la pièce. Donc pour info, on propose aussi chaque année des campagnes de clichés thermiques au niveau des territoires métropolitains qui sont gratuits. Donc on a des caméras thermiques. Alors là, ça se fait plutôt de l'extérieur. L'appareil peut s'utiliser de l'intérieur comme de l'extérieur.
N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous inscrire. En général, la campagne s'ouvre en fin d'année, novembre-décembre. Oui, parce qu'il faut faire les clichés quand il fait froid Oui, pour que ça se voit, en fait. faut un maximum de différence entre la température intérieure et extérieure, effectivement. Alors, on a aussi des appareils qui consomment H24 dans la maison, c'est le réfrigérateur et le congélateur. Et produire de froid avec l'électricité, ça consomme un certain nombre d'énergie. Ce qui fait que quand on a en plus 5 mm de givre, on va augmenter la consommation de notre congélateur. Et donc, à votre avis, 5 mm de givre, donc là sur la photo, on voit qu'il y a beaucoup plus que 5 mm. Ça augmente votre consommation de combien? De 20, de 30 ou de 40%? Alors, pendant que les gens répondent, concernant la campagne sur Fretin, je suis incapable de vous le dire. Je vous invite à contacter la conseillère sur Fretin, qui sera plus à même de vous dire où elle en est. Alors, on a la réponse C, C, B, 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 B. 30%. Alors, la réponse, c'était bien 30%. Donc, maintenant, c'est ça. Mais si vous dégivrez votre congélateur, vous ne savez pas quand est-ce qu'il faut le faire. Donc, je sais qu'il y a des super congélateurs maintenant qui autorégulent, etc. Et on n'a plus de problème de givre. Mais idéalement, quand on en a, il faut nettoyer régulièrement ce congélateur. Et à votre avis, c'est quelle récurrence dans le temps? Tous les combien de temps? Ça, c'est un peu la question supplémentaire que j'ai rajoutée. Toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, tous les 3 ans, tous les 6 mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, 6 mois. Et il y a aussi visuellement, on s'en rend compte aussi, ça dépend du réfrigérateur. 3 mois, 3 mois. Eh bien, en moyenne, c'est bien tous les 3 mois qu'il faut dégivrer son congélateur. Ça reste une moyenne. Le tout, c'est de bien être vigilant à la givre qui peut s'installer. Et puis, dès que vous voyez que ça commence à arriver, vous passez un coup. Parce que plus vous attendez, et plus ça va être compliqué à faire en plus. Et voilà. Pensez aussi à dépoussiérer vos grilles à l'arrière de l'appareil. Ouais. Et si jamais vous avez un réfrigérateur qui est en fin de vie et qui ne fonctionne plus, n'hésitez pas à être attentif aux étiquettes énergie qui sont affichées sur les électroménagers, puisqu'il y a un intérêt sur le réfrigérateur qui fonctionne en permanence en fait. C'est le premier appareil électrique qui est concurrencé maintenant par le modem Internet et des PlayStation, etc. Mais et je veux dire Nintendo pour dire plusieurs marques. Mais voilà. Encore une question sur l'eau. Donc là, dans nos factures d'eau, quelle part représente les sanitaires? Donc il y a différentes postes de consommation d'eau dans votre logement. Le bain, la douche, le linge, la vaisselle, les sanitaires. Et du coup, à votre avis, est-ce que c'est plutôt 8%, 12% ou 20%? Réponse B, A, B, A. Ça fait A, bas. Le fameux groupe suédois. Et donc plutôt 8 ou 12%. Et réponse B. Et donc la réponse, c'est 20%. Voilà, quand on tire la chasse d'eau, à chaque fois, il y a plusieurs litres d'eau qui partent. Et donc, c'est un poste important. Donc, il faut bien être vigilant si vous avez des fuites. Si vous avez la possibilité d'investir dans une chasse d'eau avec un petit flux, grand flux, plus simplement, on peut mettre une bouteille d'eau ou une brique dans le réservoir. Plutôt une bouteille qu'une brique qui aura tendance à se désagréger. Oui, c'est ça. Oui. Moi, je mets une bouteille d'eau, c'est plus... Donc voilà, si vous n'êtes pas encore zéro déchet, vous avez encore des bouteilles en plastique d'eau. Vous pouvez récupérer de bouteilles et la remplir et la mettre dans le réservoir pour diminuer la quantité d'eau dans votre réservoir. Voilà. Après, il y a d'autres astuces que vous pouvez imaginer. Après, pour vérifier aussi que votre chasse d'eau fuit, vous pouvez mettre un colorant au niveau de la réserve d'eau. Et si vous voyez que en bas au niveau des toilettes, il y a une couleur
qui apparaît. La couleur est apparue, c'est que vous avez une fuite, un filet d'eau qui s'écoule de la réserve. Voilà. Au prochain gâteau d'anniversaire qu'on fait avec du colorant, on met une petite goutte dans le réservoir. Avant de tirer la chasse d'eau, vous laissez. Ouais, effectivement, c'est énorme, je vois, c'est énorme. Vive les toilettes sèches. Ouais. Et en plus, on n'utilise pas d'eau potable. Ouais. Et ça peut être utilisé dans le jardin. Ouais. Je crois que c'est la dernière question. Alors, on va se reconcentrer un petit peu. La consommation moyenne de chauffage d'un logement en France est de... Alors, c'est une moyenne, hein, ça dépend du nombre de personnes que vous avez dans votre foyer, forcément, etc. Mais en moyenne, en France, est-ce qu'on consomme 50 kWh au mètre carré par an? Est-ce que c'est 120 kWh au mètre carré par an? Ou est-ce que c'est 180 kWh au mètre carré par an? Alors, on a réponse A, réponse A, réponse C, réponse B. On a un petit peu de tout, mais une grosse majorité de B quand même. Hein. On est sur du 120. Alors, la réponse à cette question, avec les petits chats, c'est la réponse C. Donc, on est en moyenne à 180 kWh mètre carré par an. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont bien au-delà. Je pense que tu vas pouvoir nous dire quelque chose sur le 50 kWh mètre carré par an. Oui, on est sur des logements qualifiés de BBC. De basse consommation, oui. Voilà, sur les normes, sur les normes d'aujourd'hui, sur du neuf. Donc, vous avez, quand vous achetez une maison, hein, c'est l'étiquette énergétique qui vous permet de définir cette énergie. C'est l'énergie primaire, donc ça peut changer selon le type d'énergie que vous utilisez. Et donc, qui aujourd'hui, ça parle pas encore trop aux gens, mais on voit qu'au niveau sur le site des notaires, on voit quand même des différences qui sont de plus en plus importantes au niveau du prix de vente selon la classe énergétique des logements. Donc, ça devrait être de plus en plus important au niveau de l'attention des acheteurs. Et donc aujourd'hui, les logements qui sont construits, donc ça date de la RT 2012, tu me dis si je me trompe. Ouais. Tous les logements qui sont construits doivent respecter ce seuil de maximum 50 kWh au mètre carré par an. Voilà. Donc ça y est, le quiz est fini. Je vous remercie pour votre participation. Je nous ai mis un petit penseur de Rodin pour vous demander si vous aviez des questions par rapport au mi-parcours, par rapport à où on en est, sachant qu'il nous reste quelques petites minutes et que je reste disponible par mail et on peut même prendre des rendez-vous téléphoniques si vous le souhaitez. Voilà, donc la question que je vois, il faut que je mette mes lunettes, désolé. Comment ne pas enregistrer une consommation d'eau inhabituelle? Ah oui, c'est-à-dire que vous êtes... y a un certain nombre de personnes dans votre foyer qui évoluent en fonction du temps. Ça va être compliqué à faire pour le défi. Ce que vous pouvez voir, à mon avis, c'est que si vous faites un relevé assez régulier, c'est que vous allez voir que vous consommez forcément plus quand vous êtes plus dans le logement. Par contre, ce qui va être compliqué, ça va être de calculer un chiffre pour comparer une évolution, sachant qu'elle ne sera pas due que à des éco-gestes, mais aussi par l'absence ou la présence de foyer. Ça fait partie un petit peu des règles de prise en compte des résultats, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les résultats quand ils sont dus à des travaux de rénovation, quand il y a des déménagements ou quand il y a des personnes en plus ou en moins dans le foyer, pour prendre que ce qui est dû aux éco-gestes. Voilà, parce que c'est sur ça qu'on travaille pour le défi. Donc malheureusement, j'ai pas de solution en tant que telle, mais ça vous empêche pas de suivre et de l'évolution de vos consommations pour ajuster, peut-être se rendre compte qu'il y a des gens qui prennent beaucoup trop de bains et essayer de trouver des solutions pour les pousser à prendre plutôt des douches, sachant qu'une douche longue au final ça peut être pire. Mais voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu? Peut-on vous inviter en visio lors de notre prochaine rencontre? Écoutez, en fonction de la date et de mes disponibilités, moi, il n'y a pas de souci. Voilà. S'il y a d'autres personnes comme ça qui ont des réunions d'équipe
et qui veulent que je participe pour répondre à des questions, etc., ça peut s'envisager. Après, j'ai pas un agenda à rallonge, mais si c'est prévu suffisamment à l'avance, je m'inviterai, enfin, j'accepterai l'invitation avec plaisir. Voilà. Je crois qu'on a été clair. Hein. On va laisser un peu de temps parce que des fois on n'a pas la question qui vient tout de suite. Ce que je peux faire, c'est vous afficher, ouais, mais j'ai quelques diapos avant que ça s'affiche. Je vais vous afficher mon numéro. Je voulais surtout vous dire encore bravo à toutes et à tous. Vous êtes du coup maintenant un petit peu des ambassadeurs de la transition énergétique. Et donc vos futures missions, si vous l'acceptez, c'est de continuer vos efforts dans la joie et la bonne humeur, de continuer à faire vos éco-gestes et à surtout relever vos compteurs, d'inscrire sur la plateforme, parce que les podiums vont encore évoluer, parce qu'on a besoin de gens qui s'engagent et qui savent faire et qui pourront en parler autour d'eux. J'ai un grand sage a dit un jour que la force est avec vous. Donc je répète ces dires. Je vous remercie pour votre attention, mais juste avant ça, je voulais juste afficher mes coordonnées si besoin. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à cette adresse-là ou à téléphoner à ce numéro pour essayer de me contacter. Je ne suis pas toujours en présence au bureau, mais ma collègue est assez disponible à l'accueil, c'est le numéro de l'accueil. Les résultats de mi-parcours, je vais les mettre à disposition sur le site internet du défi. Je vais vous les envoyer par mail soit demain, soit jeudi. Avec la petite vidéo que vous pourrez visionner, partager aux membres de votre équipe pour ceux qui n'ont pas pu être présents ce soir. Donc n'hésitez pas. Si vous ne recevez pas les mails, n'hésitez pas, je sais qu'il y a des gens qui ont des soucis par rapport à ça, n'hésitez pas à consulter vos courriers indésirables en cherchant cette adresse-là, puisqu'ils sont envoyés à partir de énergie.métropolilloise@brest-asso.fr. C'est la seule solution que j'ai aujourd'hui pour faire en sorte que les gens puissent voir mes mails. Et si jamais c'est pas ça le souci, c'est que votre mail n'est pas dans la liste de diffusion, donc c'est que je sais pas comment ça s'est passé, mais je peux aussi rectifier. Voilà. Je vois encore qu'il y a des petits commentaires. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre participation. J'espère que vous avez appris des choses. Sylvain, je te remercie aussi d'avoir partagé un petit peu ton savoir, expliqué ce que tu faisais. Et j'espère que ça apportera des solutions à des personnes qui souhaitent s'engager un peu plus loin dans l'énergie, dans la rénovation de leur logement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du coup une bonne soirée, une bonne poursuite dans le défi. Et voilà. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vais clôturer l'événement. Bonne soirée, bonne soirée. Merci. Au revoir, bonne soirée.